Mon mari m'a réveillée à 3 heures du matin. Sa voix, glaciale, a fendu le silence de notre chambre. Fais tes valises. Ma nièce s'installe ici, ne discute pas, va chez ta mère. Il a ensuite balancé mes affaires sur le paillasson comme de vulgaires ordures. Sous son regard méprisant, j'ai composé un numéro. C'est moi. Lancez la procédure. 30 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Luc est allé ouvrir et son visage est devenu blême en voyant que ce n'était pas sa nièce, mais la police qui se tenait sur notre seuil. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette histoire. Avant de plonger dans les détails de cette nuit qui a fait basculer ma vie, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. La secousse a été si violente que j'ai cru un instant à un tremblement de terre. Mais ce n'était que la main de Luc, mon mari depuis 10 ans, agrippée à mon épaule. Ses doigts, autrefois si tendres, s'enfonçaient dans ma chair avec une force que je ne lui connaissais pas. J'ai ouvert les yeux, le cœur battant la chamade. Les chiffres rouges du réveil affichaient 3h07. L'obscurité de notre chambre à coucher, dans notre maison de la banlieue de Bordeaux, m'a semblé soudainement hostile, étrangère. « Lève-toi » a-t-il grogné. Sa voix n'était qu'un murmure rauque, dépourvu de toute chaleur. J'ai cligné des yeux, essayant de chasser les limbes du sommeil. « Luc ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu m'as fait peur. » Il a eu un rire sans joie, un son sec qui a ricoché contre les murs. « Peur ? Tu n'as encore rien vu. Fais tes valises. Ma nièce, Amandine, arrive demain matin. Elle s'installe ici. » Les mots ont mis du temps à atteindre mon cerveau. Sa nièce ? Amandine ? Il n'avait jamais mentionné de nièce proche. Sa seule sœur vivait en Australie et n'avait pas d'enfant. Quelle nièce ? Je ne comprends pas, Luc. Explique-moi, ai-je balbutié, m'asseyant dans le lit, les draps froissés autour de moi. Son regard, autrefois rempli d'amour, était devenu un vide glacial. Tu n'as pas à comprendre. Tu dois juste obéir. Tu as 1 heure pour prendre tes affaires les plus importantes et dégager. Va chez ta mère. Il a tourné les talons et est sorti de la chambre, me laissant seul avec le silence et la confusion. J'entendais ses pas lourds dans l'escalier, puis le bruit de tiroirs qui s'ouvrent et se ferment violemment au rez-de-chaussée. Je suis resté pétrifié pendant de longues minutes, le cerveau en ébullition. C'était un cauchemar. Ce n'était pas possible. Hier soir encore, nous avions dîné ensemble. Certes, il était distant depuis quelques mois, de plus en plus secret, souvent irritable. Ses voyages d'affaires se multipliaient, et ses explications devenaient vagues. Je mettais ça sur le compte du stress, des problèmes d'argent, qu'il évoquait sans jamais entrer dans les détails. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais pu imaginer une telle cruauté. Poussé par une force inconnue, j'ai enfilé un peignoir et je suis descendu. Le spectacle qui m'attendait dans le salon m'a coupé le souffle. Luc avait vidé mes tiroirs. Mes vêtements, mes livres, mes souvenirs étaient entassés pêle-mêle sur le sol. Il a attrapé une pile de mes pulls en cachemire, ceux que j'aimais tant, et les a jetés violemment vers la porte d'entrée. « Dépêche-toi. Je ne veux plus voir ta tête quand le jour se lèvera. » Les larmes me montaient aux yeux. « Luc, arrête. Après 10 ans de mariage ? Tu ne peux pas me faire ça. » Il s'est approché de moi, son visage déformé par une rage que je ne lui avais jamais vue. 10 ans ? 10 ans où j'ai tout payé pendant que tu dépensais sans compter. Tu n'es qu'un poids mort, Hélène. Un parasite. Le mot m'a frappé comme une gifle. Moi, un parasite ? Moi qui avais quitté mon poste prometteur dans un cabinet d'audit pour le soutenir quand il a monté sa propre entreprise ? Moi qui gérais toute notre vie, notre maison, nos relations sociales ? C'est alors qu'il a asséné le coup de grâce. Ah, au fait, a-t-il dit avec un sourire sadique. J'ai bloqué notre compte joint ce matin. Tu n'as plus un centime. Bonne chance pour te débrouiller. C'est à cet instant précis que quelque chose s'est brisé en moi. La tristesse a laissé place à une colère froide, une lucidité terrifiante. J'ai compris que l'homme que j'aimais n'existait plus, ou peut-être n'avait-il jamais existé. J'étais seul, sans argent,
jeté dehors au milieu de la nuit. Luc pensait m'avoir détruite, mais il ignorait que la femme qu'il venait d'humilier avait un secret qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Je suis remontée dans notre chambre, les jambes flageolantes, mais l'esprit étrangement clair. La panique avait cédé la place à une détermination glaciale. Puisque j'étais seule, je devais me battre. Puisque j'étais acculée, je devais trouver une issue. J'ai ouvert la penderie pour prendre quelques vêtements. Mes mains tremblaient, non plus de peur, mais de rage. En attrapant mon tailleur noir, celui que je portais lors des réceptions importantes pour son entreprise, mes doigts ont heurté une petite boîte en bois cachée au fond. Je l'avais presque oubliée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, mais de vieux carnets à spirale et des cartes de visite. C'étaient les vestiges de mon ancienne vie, celle d'avant Luc. Avant notre mariage, j'étais analyste financière spécialisée dans la détection de fraude. J'étais douée, passionnée. J'adorais traquer les anomalies, suivre les flux d'argent suspects, débusquer les mensonges cachés derrière les chiffres. Luc m'avait convaincu d'arrêter. « Tu es trop stressé, disait-il. Je gagne assez pour nous deux. Occupe-toi de notre foyer, ce sera ton nouveau projet. » J'avais accepté par amour, par confiance. Quelle idiote j'avais été. Mes yeux se sont posés sur une carte de visite en particulier. Antoine Lemaire, enquêteur financier. Antoine. Mon ancien collègue, mon mentor, et peut-être un peu plus si je n'avais pas rencontré Luc. Nous avions gardé contact, de loin en loin. Il y a 6 mois, nous avions pris un café. J'étais mal à l'aise, je me sentais déprimée par la routine de ma vie de femme au foyer. Je lui avais parlé, à demi-mot, des dépenses extravagantes de Luc, de ses voyages soudains au Panama, à Chypre, de cette nouvelle montre de luxe qu'il arborait fièrement. Je me souviens encore de son regard. Il n'y avait aucune jalousie, seulement de l'inquiétude professionnelle. Il n'avait pas de logiciel miracle à me donner, pas de clé USB magique. La réalité est souvent moins romanesque. Il m'avait simplement regardé droit dans les yeux et m'avait dit, « Hélène, tu as le meilleur logiciel du monde entre les 2 oreilles. Tu as été formée pour ça. Les schémas de fraude, les sociétés écrans, les transferts illogiques, tout ça, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Si un jour tu sens que quelque chose cloche avec les finances de Luc, fais confiance à ton instinct. Personne n'est meilleur que toi pour voir les signaux d'alarme. » Sur le moment, j'avais balayé son avertissement. J'étais aveuglée par l'amour, par le déni. Mais cette nuit, ces paroles résonnaient en moi avec une clarté assourdissante. Mon instinct hurlait depuis des mois. Les signes étaient là, sous mes yeux. Ces cadeaux hors de prix qu'il me faisait sans raison, comme pour acheter mon silence. L'agrandissement soudain de son entreprise, passant de 2 à 10 employés en moins d'1 an, sans aucune justification économique plausible. Et surtout, le financement des soins de sa mère. Elle était dans une clinique privée hors de prix en Suisse, coûtant une fortune chaque mois. Il prétendait avoir contracté un prêt, mais je n'avais jamais vu aucun papier. J'ai glissé la carte d'Antoine dans la poche de mon peignoir. Je ne savais pas s'il pourrait m'aider, mais son souvenir venait de réveiller en moi quelque chose que je croyais mort et enterré, la combattante. L'enquêtrice. J'ai rempli 2 valises à la hâte, choisissant des vêtements pratiques, mes papiers, mon ordinateur portable. Chaque objet était un rappel de notre vie commune, de ce bonheur factice construit sur des mensonges. La douleur était là, vive, mais elle était maintenant un moteur. Je n'étais plus la femme au foyer docile et ignorante. J'étais une analyste financière sur le point de mener l'enquête la plus importante de sa vie. Ce n'était pas une clé USB magique. C'était ma propre expertise, ma propre intelligence. Cette nuit-là, Luc n'a pas seulement réveillé sa femme, il a réveillé l'enquêtrice qu'il avait cru endormie pour toujours. Je suis redescendue, traînant mes 2 valises derrière moi. Le bruit des roulettes sur le parquet a fait sursauter Luc. Il était au milieu du salon, entouré du chaos de mes affaires. En me voyant, un sourire suffisant s'est dessiné sur ses lèvres. Enfin. J'ai cru que tu allais y passer la nuit. Il s'est approché de la porte et l'a ouverte en grand, laissant entrer l'air froid de la nuit. Allez, dehors. Et ne pense même pas à revenir. Il pensait avoir gagné. Il me voyait comme une femme brisée, sans défense, sans ressources.
Cette image, cette arrogance, a été l'étincelle finale. J'ai posé mes valises et j'ai sorti mon téléphone portable de mon sac à main. Lentement, délibérément. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ta maman pour qu'elle vienne te chercher, a-t-il ricané. Je n'ai pas répondu. J'ai cherché un numéro dans mes contacts, un numéro que j'avais enregistré il y a 2 mois sous un nom anodin, plombier urgence. C'était la ligne directe de l'inspecteur Dubois, de la brigade financière de Bordeaux. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma voix est sortie, calme et posée. Inspecteur Dubois? C'est Hélène. Hélène Renaud. Oui, c'est ça. Je suis désolée de vous appeler à cette heure. La situation a dégénéré. Il me met à la porte. Maintenant. J'ai marqué une pause, mon regard fixé sur Luc. Je pense que c'est le moment. Lancez la procédure. Le visage de Luc s'est décomposé. La couleur a quitté ses joues. Le sourire a été remplacé par une expression de pure incrédulité, puis de panique. Inspecteur? Quelle procédure? Hélène, à qui parles-tu? A-t-il bégayé, faisant un pas vers moi. J'ai reculé d'un pas, gardant le téléphone à mon oreille. Oui, je comprends. Je vous attends. Faites vite. J'ai raccroché et j'ai rangé mon téléphone. Le silence dans la pièce était total, lourd de menaces. On n'entendait plus que sa respiration saccadée. Explique-toi, a-t-il sifflé, sa voix tremblante de rage et de peur. C'est une blague, c'est ça? Tu as payé un acteur pour me faire peur? Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai vu l'homme pathétique derrière le tyran. L'homme effrayé. Tu m'as dit que je n'avais pas à comprendre, Luc. Tu m'as dit que tu n'avais pas de compte à me rendre. Eh bien, moi non plus. Franchement, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous enduré l'humiliation en silence, ou auriez-vous appuyé sur le bouton qui fait tout exploser? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Il a commencé à faire les 100 pas dans le salon, se passant les mains dans les cheveux. L'homme d'affaires arrogant avait disparu, remplacé par un animal pris au piège. Qu'est-ce que tu as fait, Hélène? Qu'est-ce que tu as fait? Répétait-il sans cesse. Je suis restée silencieuse, assise sur une de mes valises, attendant. Chaque seconde semblait durer une éternité. J'avais pris un risque énorme. Et si Dubois et ses hommes n'arrivaient pas? Et si Luc, dans sa panique, devenait violent? J'ai serré la lanière de mon sac à main, le cœur au bord des lèvres. Je jouais la partie de ma vie. Le silence dans la pièce était assourdissant. 30 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Un son bref, autoritaire. Luc a sursauté comme s'il avait reçu une décharge électrique. Il s'est figé au milieu de la pièce, le visage livide. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, je n'ai plus vu de la haine, mais une terreur abjecte. Ce son n'annonçait pas l'arrivée de sa nièce, mais la fin de son monde. Luc est resté immobile, pétrifié. La sonnette a retenti à nouveau, plus insistante cette fois. Tu n'ouvres pas, ai-je demandé, ma voix faussement innocente. Il a avalé sa salive avec difficulté, a jeté un regard paniqué vers la porte, puis vers moi, comme s'il cherchait une issue qui n'existait pas. Finalement, d'un pas de zombie, il s'est dirigé vers l'entrée. J'ai entendu le bruit des 3 serrures qu'il tournait lentement. Il avait toujours été obsédé par la sécurité, une paranoïa que je comprenais mieux maintenant. La porte s'est entr'ouverte. Une voix ferme et professionnelle a retenti dans le silence de la maison. Monsieur Renaud? Police judiciaire. Nous avons un mandat de perquisition. J'ai vu les épaules de Luc s'affaisser. Il a reculé d'un pas, chancelant. Il doit y avoir une erreur, a-t-il murmuré, sa voix n'étant plus qu'un filet d'air. Une perquisition pourquoi? Pour des soupçons de fraude fiscale aggravée, blanchiment d'argent en bande organisée et association de malfaiteurs, a répondu l'inspecteur Dubois, qui est entré dans la maison, suivi de 2 autres officiers en civil. Nous souhaiterions également nous entretenir avec votre épouse, Madame Hélène Renaud. Elle est présente? C'est le moment que j'ai choisi pour me lever. J'ai contourné le tas de mes affaires jetées au sol et je me suis avancé calmement vers la porte. Bonsoir inspecteur, ai-je dit d'une voix claire.
Je suis là. Je vous attendais. Le monde de Luc s'est écroulé sous ses yeux. Son regard passait de l'inspecteur à moi, son cerveau essayant désespérément de connecter les points. Sa femme. Sa femme docile, celle qu'il venait de traiter de parasite et de jeter à la rue, était la source de sa chute. L'architecte de sa ruine. Comment, a-t-il articulé, le mot mourant sur ses lèvres. Comment je savais, ai-je terminé à sa place, ma voix dure comme l'acier. Tu me prenais vraiment pour une imbécile, Luc? Tu croyais que je n'allais jamais me poser de questions sur ton train de vie qui a explosé? Sur ces voyages d'affaires à répétition? Sur ces appels que tu passais en chuchotant dans le jardin? L'inspecteur Dubois a tendu le mandat à Luc, dont les mains tremblaient si fort qu'il a failli le laisser tomber. Pendant que les deux autres officiers commençaient déjà à inspecter la pièce, Dubois s'est tourné vers moi. Madame Renaud, merci pour votre courage. Comme convenu, nous allons sécuriser les lieux. Mes collègues vont vous conduire à un endroit sûr. Nous avons également vérifié votre situation financière. Le compte a bien été bloqué. C'est un acte de représailles caractérisé qui jouera contre lui. Cette confirmation m'a glacé, mais m'a aussi rassuré. Ma situation était précaire, mais la police était au courant. Il savait à quel point Luc était prêt à aller loin pour me nuire. C'est là que l'un des officiers, qui examinait mon manteau posé sur une chaise, s'est approché de l'inspecteur. « Chef, regardez ça. » Il a montré un minuscule point noir cousu maladroitement dans la doublure. Un traceur GPS. Modèle récent, longue autonomie. L'inspecteur Dubois a levé les yeux vers Luc, son expression se durcissant. Non seulement vous la mettez dehors sans un sou, mais en plus vous la suivez? Pourquoi faire, monsieur Renaud? Pour vous assurer qu'elle ne parle à personne? Luc n'a rien répondu. Il me fixait, une lueur de haine pure dans les yeux. Ce n'était plus de la peur, c'était la rage de l'homme démasqué. Il m'avait non seulement humilié et dépossédé, mais il avait aussi prévu de me surveiller, de me contrôler, même après m'avoir chassé. C'était la preuve ultime de sa perversité. Je regardais le visage défait de l'homme que j'avais aimé, et je savais que ce n'était que le début. Car l'homme qui tirait les ficelles, le vrai monstre, n'était même pas encore entré en scène. Le trajet en voiture jusqu'au commissariat central de Bordeaux s'est fait dans un silence quasi total. J'étais assise à l'arrière, entre deux officiers, regardant défiler les rues endormies de la ville. L'aube commençait à peine à poindre, peignant le ciel de teintes violettes et orangées. C'était le premier jour de ma nouvelle vie, une vie née des cendres de la précédente. Le commissariat sentait le café froid et le désinfectant. L'inspecteur Dubois m'a conduite dans une petite salle d'interrogatoire sans fenêtre. Un café fumant m'a été servi dans un gobelet en carton. Le liquide brûlant m'a fait un bien fou. Madame Renaud, a commencé Dubois en s'asseyant en face de moi, un carnet à la main. Je sais que la nuit a été éprouvante. Mais j'ai besoin que vous me racontiez tout, depuis le début. Officiellement. Comment avez-vous commencé à mener votre propre enquête? J'ai pris une profonde inspiration et je me suis lancé. Tout a commencé de manière insidieuse, il y a environ 1 an et demi. Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine de Luc a toujours bien fonctionné, nous vivions confortablement. Mais soudain, l'argent a commencé à couler à flot. Une nouvelle voiture de sport, des montres de luxe, des travaux d'agrandissement de la maison. Il disait qu'il avait signé le contrat de sa vie, avec de riches investisseurs sud-américains. Et vous l'avez cru? Au début, oui. J'étais heureuse pour lui. Je l'admirais. Mais j'ai commencé à remarquer des incohérences. Il parlait de clients, mais ne citait jamais de nom. Il parlait d'investissement, mais les secteurs changeaient constamment, immobilier de luxe, puis l'art contemporain, puis vignoble. Ça n'avait aucune logique économique. J'ai fait une pause, le souvenir était douloureux. Mon ancienne vie me manquait. J'ai commencé à utiliser mon ordinateur portable le soir, quand il dormait, juste pour garder la main, comme on dit. Je consultais les registres des entreprises, les bases de données financières publiques. C'est devenu une obsession. Dubois hochait la tête, prenant des notes. Et qu'avez-vous trouvé? Des sociétés écrans. Des dizaines. Toutes basées dans des paradis fiscaux. Elles avaient des noms vagues,
Global Investment, Prestige Holdings. Leurs directeurs étaient des prête-noms. Mais le plus troublant, c'est que ces sociétés semblaient s'échanger des sommes colossales entre elles, sans aucune transaction commerciale réelle. C'était un carrousel financier. De l'argent qui tournait en rond pour brouiller les pistes. C'est un schéma classique de blanchiment. Vous n'avez rien dit à votre mari? Non. J'avais peur. Peur de ce que j'allais découvrir, peur de sa réaction. Et puis, il y a eu sa mère. Quand elle est tombée gravement malade, il l'a placée dans cette clinique suisse hors de prix. Il a déboursé plus de 500 000 € en 6 mois, sans sourciller. Je savais que son cabinet ne pouvait pas générer de tels revenus légalement. C'est là que j'ai compris. L'argent n'était pas seulement suspect. Il était sale. Très sale. C'est à ce moment-là que j'ai contacté Antoine, mon ancien collègue. Je ne lui ai pas tout dit, mais je lui ai exposé le schéma financier. Il a confirmé mes craintes et m'a conseillé la plus grande prudence. C'est lui qui m'a donné le nom de l'inspecteur Dubois, une de ses connaissances. Il y a 2 mois, j'ai franchi le pas. Je vous ai contacté. Je vous ai fourni une première partie de mes recherches. Vous m'avez demandé de continuer à jouer le rôle de l'épouse ignorante, le temps que vos services montent un dossier solide. Ces 2 derniers mois avaient été un enfer. Vivre avec Luc, partager son lit, sourire à ses blagues tout en sachant qu'il était un criminel, c'était une torture psychologique. Il était devenu de plus en plus paranoïaque, changeant ses mots de passe, installant un coffre-fort dans son bureau. Une fois, il m'a surprise près de son ordinateur et son regard était si froid, si suspicieux, que j'ai cru qu'il m'avait démasqué. C'était une guerre des nerfs permanente. L'inspecteur m'écoutait attentivement. Votre analyse est d'une précision remarquable, Madame Renaud. Vous auriez fait un excellent flic. Il a feuilleté son dossier. Grâce à vos informations initiales, nous avons pu identifier les bénéficiaires finaux de ce réseau. Il ne s'agit pas de simples investisseurs. Il s'agit des frères Mercier, Jean-Pierre et Philippe. Des figures majeures du grand banditisme parisien, spécialisées dans le trafic d'œuvres d'art volées et le blanchiment à très grande échelle. Votre mari n'était pas un simple conseiller financier. Il était leur principal architecte financier en Europe. Le nom, Mercier, a fait l'effet d'une bombe. J'avais lu des articles sur eux. Des hommes impitoyables, violents, liés à plusieurs disparitions non élucidées. Et c'est en analysant les dépenses pour sa mère que j'ai découvert l'horreur absolue. L'argent qui payait ses soins, qui prolongeait sa vie, provenait directement d'une société écran liée à la vente d'une collection de tableaux volés à une famille de collectionneurs juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il payait la vie de sa mère avec l'argent de la souffrance et de la mort. La révélation de l'inspecteur Dubois a suspendu le temps. Les frères Mercier. Je savais ce que ces noms signifiaient. J'avais plongé dans le monde de la finance grise, mais je réalisais que j'étais tombé dans un abîme bien plus profond, un monde où l'argent et le sang se mêlaient intimement. Les frères Mercier? Ai-je répété, ma voix un murmure. Mais comment Luc a-t-il pu s'associer à des gens comme ça? L'appât du gain, Madame Renaud. Et la naïveté, au début, probablement, a répondu Dubois avec un soupir las. Les Mercier sont des experts en manipulation. Ils approchent des professionnels comme votre mari, des gens ambitieux, peut-être un peu frustrés par leur carrière. Ils leur proposent des missions qui semblent légales, de l'optimisation fiscale agressive. Ils les paient grassement. Le temps que le professionnel comprenne qu'il blanchit de l'argent criminel, il est déjà trop tard. Il est piégé. Ils le tiennent avec des menaces, le chantage, et la promesse de toujours plus d'argent. Tout s'éclairait. La frustration de Luc face à son cabinet qui peinait à décoller les premières années. Son désir obsessionnel de « réussir », de me prouver qu'il était un homme puissant. Les Mercier lui avaient offert un raccourci, et il l'avait pris sans réfléchir aux conséquences. Puis, je lui ai parlé de ma découverte la plus macabre. Inspecteur, il y a pire, ai-je dit, ma gorge se serrant. L'argent pour la clinique de sa mère, je l'ai tracé. Il provenait d'une transaction très spécifique. Je lui ai montré sur mon ordinateur les documents que j'avais réussi à récupérer, des certificats d'authenticité falsifiés, des relevés de comptes offshore. Cet argent vient de la vente de tableaux. Des œuvres spoliées pendant la guerre.
Voler à des familles déportées. L'inspecteur Dubois a cessé de prendre des notes. Il a posé son stylo et m'a regardé, son visage impassible se craquelant pour laisser entrevoir une lueur de dégoût. Vous êtes certaine de ça? Absolument. La provenance des fonds est claire. Il a utilisé l'argent de la persécution pour payer les soins de sa propre mère. C'est monstrueux. C'était au-delà de la criminalité financière. C'était une profanation morale. La mère de Luc, une femme douce que j'avais beaucoup aimée, était morte en pensant que son fils était un homme respectable, alors que sa survie même était financée par le fruit d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Cette information est capitale, a dit Dubois d'une voix grave. Cela ajoute une dimension de recel de biens culturels issus d'un crime contre l'humanité. C'est une charge qui peut les maintenir derrière les barreaux pour très, très longtemps. Il a pris une profonde inspiration. Maintenant, parlons de la nièce. Nous avons intercepté des communications hier soir, juste après votre appel. La prétendue Amandine n'existe pas. C'était un prétexte. Luc devait recevoir aujourd'hui non pas une personne, mais une livraison. Un de leurs passeurs devait lui remettre des documents compromettants et une mallette contenant plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide. Il avait besoin que la maison soit vide. Il vous a chassé pour faire une transaction criminelle dans la maison que vous avez bâtie ensemble. Chaque mot était un coup de poignard supplémentaire. Mon foyer, notre lit, notre cuisine, tout allait être souillé. Il ne s'agissait pas seulement de me chasser, mais d'effacer ma présence pour la remplacer par son nom d'interlope. L'inspecteur s'est levé. Nous allons vous installer dans un hôtel sécurisé à Arcachon. Personne ne connaîtra votre emplacement. Vous devez couper tout contact avec votre famille pour le moment, pour leur sécurité. Le temps que nous arrêtions les Mercier. Je frissonnais malgré le café chaud. Vous pensez qu'il pourrait s'en prendre à moi? L'inspecteur m'a regardé et a dit des mots qui ont glacé mon sang. Madame Renaud, avec ce que vous savez, vous n'êtes plus seulement un témoin. Vous êtes la plus grande menace pour leur empire. Le problème, c'est que ces gens-là ne vous laisseront jamais partir. L'hôtel à Arcachon était anonyme, confortable, mais il ressemblait à une prison dorée. La vue sur le bassin était magnifique, mais je ne voyais que les barreaux invisibles de ma nouvelle réalité. La police m'avait fourni un téléphone sécurisé et m'avait ordonné de rester à l'intérieur. J'ai passé la première journée à tourner en rond, l'esprit en surchauffe, repassant en boucle les événements de la nuit précédente. Le lendemain matin, alors que je prenais mon petit déjeuner livré dans la chambre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur mon manteau, celui que j'avais jeté sur une chaise dans la précipitation. En le secouant, un minuscule objet noir est tombé sur la moquette. Je l'ai ramassé. C'était le traceur GPS que le policier avait trouvé, mais il était différent, celui-ci semblait neuf. Soudain, j'ai compris. Le policier avait trouvé le premier traceur, mais Luc, dans sa paranoïa, en avait peut-être mis un second. Ou alors? J'ai fouillé frénétiquement la doublure de mon sac à main, celui que j'avais toujours avec moi. Et là, cousu avec un fil presque invisible, j'ai trouvé son jumeau. Un second traceur. Mon sang s'est glacé. Luc avait mis un mouchard dans mon sac. Cela signifiait qu'il connaissait ma position exacte. Il savait que j'étais dans cet hôtel sécurisé. Au moment même où cette pensée me traversait, j'ai entendu un bruit léger. Un glissement de papier sous ma porte. Mon cœur a cessé de battre. Je me suis approché sur la pointe des pieds, le souffle coupé. Une enveloppe blanche se trouvait sur le sol. Mon nom, Hélène Renaud, était écrit dessus, d'une écriture élégante mais impersonnelle. Mes mains tremblaient si fort que j'ai eu du mal à la ramasser. À l'intérieur, une seule feuille de papier de haute qualité. Et une photo. Une photo de ma sœur, Sophie, et de sa fille de 10 ans, Chloé, assise à une terrasse de café sur la promenade des Anglais, à Nice. La photo était récente, peut-être même de la veille. Elle souriait, insouciante. Puis j'ai lu le message, imprimé en lettres capitales. Madame Renaud. Nous admirons votre talent. Malheureusement, il est dirigé contre les mauvaises personnes. Votre mari a été stupide. Nous ne le sommes pas, nous savons où vous êtes. Nous savons où se trouve votre famille. La petite Chloé a l'air si fragile.
Chaque mot était un coup de marteau sur mon cœur. Nous vous proposons un arrangement civilisé. 2 millions d'euros. Versés sur le compte de votre choix. En échange, vous oubliez notre nom, vous oubliez cette histoire. Vous quittez la France et ne revenez jamais. C'est une offre unique. Et puis la dernière phrase, celle qui a scellé ma terreur. Vous avez 24 heures pour accepter. Rendez-vous demain soir, 20h, au restaurant La Dune Bleue, à l'étage. Venez seul. Si vous prévenez la police, nous recevrons une alerte. La promenade des Anglais est un endroit si agréable pour un accident. La lettre n'était pas signée, mais je savais d'où elle venait. Les frères Mercier. Ils ne s'étaient pas contentés de me retrouver grâce au traceur de Luc. Ils m'avaient observé, avaient anticipé ma collaboration avec la police, et avaient déjà mis ma famille sous surveillance. Ils avaient un coup d'avance. Toujours. J'ai attrapé le téléphone sécurisé pour appeler Dubois, mais je me suis arrêté. Si vous prévenez la police, nous recevrons une alerte. Était-ce du bluff? Ou avait-il vraiment les moyens de savoir? Avait-il un complice au sein de la police? La paranoïa s'est emparée de moi. J'étais seule. Vraiment seule. Je me suis assise sur le lit, la photo de ma sœur et de ma nièce dans la main. Leurs sourires innocents me transperçaient l'âme. Je les avais mis en danger. Ma quête de justice risquait de leur coûter la vie. Les 2 millions d'euros semblaient soudain une porte de sortie tentante. Disparaître. Recommencer. Loin de tout ça. Mais pouvais-je vraiment vivre avec ce poids sur la conscience? Vivre en sachant que ces monstres continuaient leurs crimes en toute impunité, en sachant qu'ils m'avaient acheté? Ils ne me proposaient pas un marché, mais une sentence déguisée. Et je n'avais que 24 heures pour choisir comment j'allais mourir, en lâche ou en combattante. J'ai passé des heures à fixer la photo, le dilemme me déchirant de l'intérieur. La peur pour ma famille était une douleur physique, une boule dans mon estomac qui m'empêchait de respirer. Mais l'idée de céder, de laisser ces hommes gagner, me révoltait. C'était précisément ce qu'ils attendaient, que la peur me paralyse et me rende docile. Finalement, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas leur faire confiance. Leur argent était un poison, et leurs promesses, un mensonge. Si j'acceptais, ils me considéreraient toujours comme une menace et m'élimineraient à la première occasion. Ma seule chance de survie, et celle de ma famille, était de les anéantir. J'ai appelé l'inspecteur Dubois. J'ai choisi mes mots avec soin, sans mentionner l'alerte potentielle. Inspecteur, j'ai besoin de vous voir. C'est urgent. 15 minutes plus tard, il était dans ma chambre. Je lui ai montré la lettre et la photo. Son visage est devenu sombre. Comment ont-ils fait, a-t-il murmuré, plus pour lui-même que pour moi. Je lui ai montré le second traceur. Il a juré entre ses dents. On a sous-estimé la paranoïa de votre mari. Et leur efficacité. Il a immédiatement passé un appel pour mettre ma sœur et ma nièce sous protection rapprochée, mais nous savions tous les deux que c'était une solution temporaire. Ils ne s'arrêteront pas, ai-je dit. Alors il faut les arrêter en premier. Que proposez-vous, m'a-t-il demandé, me regardant avec une nouvelle intensité. J'irai au rendez-vous, ai-je déclaré, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. C'est notre seule chance de les coincer en flagrant délit de chantage et de menace. Dubois a secoué la tête. C'est trop dangereux, Hélène. Ce sont des tueurs. Si je vous mets un micro et qu'ils le trouvent, vous êtes morte. Et si je n'y vais pas, ma famille est morte, ai-je rétorqué. Vous et moi savons qu'ils mettront leurs menaces à exécution. Nous n'avons pas le choix. Vous devez me faire confiance. Je sais jouer la comédie. Je peux les amener à parler, à se compromettre. Il a hésité, pesant le pour et le contre. Il était responsable de ma sécurité. Mais il savait aussi que j'avais raison. C'était une occasion unique. C'est alors qu'un de ses adjoints, qui était resté discret, a reçu un message sur son téléphone. Il l'a lu et a blêmi. Chef. On a un problème. Il a tendu le téléphone à Dubois. On vient de recevoir un message anonyme au standard. Il dit, dites à Hélène Renaud de ne pas aller au rendez-vous. Son mari a tout raconté. Ils savent qu'elle est une taupe. C'est un piège.
Le silence dans la chambre était total. Un piège. Il savait. Luc, depuis sa cellule, avait parlé. Il m'avait vendu une seconde fois pour tenter de sauver sa peau. La haine que j'ai ressentie à ce moment-là était si pure, si violente, qu'elle m'a presque étouffée. Dubois m'a regardé. C'est fini. On annule tout. C'est un suicide. Non, ai-je dit, et ma propre obstination m'a surprise. Ça ne change rien. Ça confirme juste qu'ils veulent m'éliminer. Mais s'ils s'attendent à ce que je vienne en tant qu'informatrice, ils s'attendront à un piège policier. Et si je venais en ayant l'air d'avoir déjoué ce piège? Si je leur disais que j'ai reçu l'avertissement, que j'ai semé vos hommes, et que je viens négocier pour de vrai? Je peux retourner leur piège contre eux. Franchement, à ma place, qu'auriez-vous fait? Face à un tel danger, auriez-vous reculé ou auriez-vous tenté le tout pour le tout? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez. Mon plan était insensé. Mais c'était le seul qui restait. Jouer un double, voire un triple jeu Dubois m'a étudié longuement. Vous êtes soit la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, soit la plus folle. Probablement un peu des deux, ai-je répondu. Alors, est-ce qu'on le fait? La soirée qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Les techniciens de la police m'ont équipé d'un micro si petit qu'il était dissimulé dans une couture de mon soutien-gorge. J'ai enfilé une robe simple mais élégante. En me regardant dans le miroir, je ne savais pas si je m'habillais pour une victoire ou pour mes propres funérailles. Le restaurant, la Dune Bleue, était un établissement chic, perché au sommet de la dune du Pilat, avec une vue imprenable sur l'océan. Un décor idyllique pour un rendez-vous avec le diable. Selon notre plan, j'étais arrivé seul, après avoir ostensiblement semé une voiture de police banalisée dans les rues d'Arcachon. C'était du théâtre, mais un théâtre vital. Dubois et ses hommes étaient déjà sur place, déguisés en clients, en serveurs, en personnel de cuisine. Le restaurant était sous leur contrôle, mais les merciers l'ignoraient. J'ai été conduite à un salon privé à l'étage. Jean-Pierre Mercier était là, assis dans un fauteuil en cuir, un verre de vin rouge à la main. Son frère, Philippe, se tenait près de la fenêtre, massif et silencieux. L'atmosphère était électrique. Madame Renaud, a commencé Jean-Pierre d'une voix suave qui contrastait avec la froideur de son regard. Vous êtes ponctuel. J'apprécie cela. Alors, cette proposition vous intéresse? J'ai joué mon rôle. J'ai sorti de mon sac la lettre de menace. Ceci m'intéresse moins que de rester en vie, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement, ce qui n'était que partiellement fin. J'ai reçu un avertissement. On m'a dit que c'était un piège. Que Luc vous avait dit que je travaillais avec la police. Jean-Pierre a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Votre mari est un imbécile bavard. Mais vous êtes plus intelligente. Vous avez compris qu'on ne peut pas faire confiance à la police. Alors, pourquoi êtes-vous venu? Parce que je n'ai pas le choix, ai-je répondu, en le regardant droit dans les yeux. La police veut m'utiliser. Vous voulez me tuer. Je suis venu vous proposer une troisième option. Un meilleur marché. L'intérêt de Jean-Pierre a été piqué. Je vous écoute. Ce que je sais sur vos opérations vaut bien plus que 2 millions d'euros. Je peux vous donner des détails sur l'enquête policière. Je peux oublier des preuves cruciales lors de mon témoignage. En échange, je veux 5 millions. Et vous laissez ma famille tranquille. Pour toujours. C'était un coup de poker. Le silence s'est installé. Philippe s'est approché. Elle bluffe. Elle porte un micro. Alors fouillez-moi, ai-je lancé, ouvrant grand les bras, le cœur battant à me rompre la poitrine. C'était le moment le plus dangereux. S'il me touchait, il trouverait le matériel. Mais Jean-Pierre a levé la main. Pas si vite. J'aime son audace. Il m'a scruté, cherchant la moindre faille. 5 millions? C'est beaucoup d'argent pour faire confiance à une traîtresse. Je ne trahis personne, ai-je dit. Je choisis le camp du plus fort. Et entre la police de Bordeaux et vous, mon choix est vite fait. À cet instant, j'ai cru que tout était fini. La tension était insupportable. Si vous pensez que l'histoire s'arrête là, vous vous trompez lourdement.
Ce qui va suivre va vous glacer le sang. Jean-Pierre a semblé réfléchir, puis il a hoché la tête. Très bien. J'accepte de négocier. Mais d'abord, un gage de bonne foi. Il s'est levé et s'est approché de moi. Dites-moi quelque chose que seule une informatrice de la police pourrait savoir. Je n'avais pas prévu ça. J'ai improvisé. Ils ont trouvé le second traceur GPS. Ils savent comment vous m'avez localisé. Et ils ont des preuves sur la provenance des tableaux spoliés. L'expression de Jean-Pierre a changé. L'amusement a disparu, remplacé par une fureur contenue. La mention des tableaux l'avait touché. Comment savez-vous ça? Je leur ai dit, ai-je menti? Il a secoué la tête. Dommage, dit-il, sa voix redevenant glaciale. Vraiment dommage. Il a sorti une petite arme de sa veste, un pistolet équipé d'un silencieux. Vous auriez fait une excellente partenaire. Mais vous en savez beaucoup trop. Philippe, occupe-toi d'elle. Discrètement. Philippe s'est avancé, un sourire cruel sur les lèvres. Mon plan avait échoué. Ils allaient me tuer. C'est à ce moment précis que la porte s'est ouverte brutalement. Mais ce n'était pas Dubois et ses hommes. C'était Antoine, mon ancien collègue. Il n'était pas en costume, mais en gilet pare-balles, une arme de service à la main, suivie par une escouade d'hommes lourdement armés. Sur leur gilet, je n'ai pas lu « Police nationale », mais « OCLCIF », l'Office central de lutte contre le crime financier. Jean-Pierre Mercier, a dit Antoine d'une voix forte. Police judiciaire. Vous êtes en état d'arrestation. Le coup de feu a éclaté, mais il ne venait pas de l'arme de Mercier. C'était un tir de tasé. Philippe s'est effondré en convulsant. Jean-Pierre, sidéré, n'a même pas eu le temps de lever son arme avant d'être maîtrisé. Dans le silence qui a suivi, j'ai compris que ma vie d'avant était terminée pour toujours. J'étais sous le choc, incapable de bouger, regardant la scène se dérouler comme dans un film au ralenti. Antoine s'est approché de moi, son visage grave. Hélène, ça va? Tu n'es pas blessée? J'ai secoué la tête, les mots coincés dans ma gorge. L'inspecteur Dubois est entré à son tour, l'air à la fois soulagé et légèrement vexé. Le maire. Vous auriez pu nous prévenir que vous alliez débarquer comme la cavalerie. Désolé, Dubois, a répondu Antoine sans quitter mon regard. C'était une opération sensible. On ne pouvait prendre aucun risque de fuite. Il s'est tourné vers moi. Le message d'avertissement, c'était moi. Je savais qu'ils avaient fait parler Luc. Je savais qu'ils te tendaient un piège. Je suivais les Mercier depuis plus d'1 an, bien avant que tu ne contactes Dubois. Tes informations ont été le catalyseur, la pièce manquante qui nous a permis de tout boucler. Je comprenais maintenant. Mon enquête locale avait convergé avec une opération nationale de bien plus grande envergure. Je n'étais pas seul, finalement. J'avais eu un ange gardien inattendu. Pendant que les policiers emmenaient les frères Mercier, menottés et silencieux, je me suis senti envahi par une fatigue immense. L'adrénaline qui m'avait portée pendant des jours s'est dissipée d'un coup, me laissant vide et tremblante. Antoine a posé une main réconfortante sur mon épaule. C'est fini, Hélène. Tu as été incroyablement courageuse. Grâce à toi, l'un des plus gros réseaux de blanchiment d'Europe vient de tomber. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de dépositions, de réunions avec les procureurs. Ma vie était devenue une affaire d'État. Mais au milieu de tout ça, une seule chose m'obsédait, la confrontation finale. Celle avec Luc. 6 mois plus tard, la veille du procès, mon avocat a organisé une rencontre au parloir de la prison. Quand je l'ai vu entrer, j'ai eu un choc. Il avait vieilli de 20 ans. Ses cheveux avaient blanchi, son regard était éteint. L'homme arrogant et cruel avait été remplacé par une épave. Hélène, a-t-il dit, sa voix faible. Il s'est assis en face de moi, une vitre blindée nous séparant. Pourquoi, Luc? C'était la seule question qui comptait. Pourquoi avoir tout détruit? Il a mis longtemps à répondre. J'avais peur, a-t-il finalement avoué, les larmes coulant sur ses joues creuses. J'avais peur de ne pas être assez bien pour toi. Peur de finir comme mon père, un petit employé toute sa vie. Les Mercier, ils m'ont fait miroiter un monde de puissance, de respect.
Je suis tombée dedans. Et quand j'ai compris, il était trop tard. Et moi? Et notre mariage? J'ai commencé à te voir comme une menace, a-t-il murmuré, honteux. Tu étais trop intelligente. J'avais peur que tu découvres tout. Alors je t'ai repoussé. J'ai été odieux. Quand la police est arrivée, et qu'ils m'ont menacé, ils m'ont dit que si je coopérais, si je te donnais à eux, ils réduiraient ma peine. J'ai paniqué. J'ai été lâche. J'ai voulu sauver ma peau. Il a posé sa main contre la vitre. Pardonne-moi, Hélène. S'il te plaît. J'ai regardé cet homme, cet étranger, et j'ai ressenti non pas de la haine, mais un vide immense. Une pitié froide. Le pardon, Luc, ça se mérite. Tu as choisi l'argent plutôt que l'amour. Tu as choisi la trahison plutôt que la loyauté. Tu as payé la vie de ta mère avec l'argent de la souffrance. Tu m'as livré à des monstres pour sauver ta misérable vie. Je me suis levée. Je ne te pardonnerai jamais. Mais je vais continuer à vivre. C'est ça, ma victoire. Vivre la vie que tu m'as volée. Le jour du procès, mon témoignage a été accablant. J'ai raconté mon histoire, calmement, méthodiquement. Le verdict est tombé comme un coup près. 30 ans pour chacun des frères Mercier. Et 20 ans de prison ferme pour Luc. Si vous pensez qu'Hélène a eu raison de ne pas lui pardonner, mettez un « like » sur cette vidéo pour montrer votre soutien. Nous arrivons à la fin de cette histoire intense. En sortant du tribunal, j'ai senti le poids de 10 années de mensonges se lever de mes épaules. J'étais enfin libre. Mais il restait une dernière confrontation, la plus douloureuse de toutes, celle avec l'homme qui avait tout commencé, moi-même, et le chemin de la reconstruction. Le retour à Nice n'a pas été un retour à la normale, mais le début d'une nouvelle normalité. Ma sœur Sophie et ma nièce Chloé m'ont accueilli avec une tendresse infinie, sans jamais poser de questions envahissantes. Leur amour a été mon baume, mon ancre dans la tempête. Les premiers mois ont été difficiles. Les nuits étaient peuplées de cauchemars. Le moindre bruit me faisait sursauter. La confiance en l'autre, et surtout en l'homme, était brisée. Le drame familial que j'avais vécu avait laissé des cicatrices profondes, une véritable épreuve pour ma santé mentale. Mais chaque matin, en voyant le sourire de Chloé, en partageant un café avec ma sœur face à la mer Méditerranée, je trouvais une raison de me battre. L'État m'a versé une compensation financière substantielle pour ma collaboration et les risques encourus. Ce n'étaient pas les millions sales des Mercier, mais c'était de l'argent propre. L'argent de ma liberté. Avec une partie de cette somme, j'ai fait ce qui me semblait juste, j'ai contacté les associations représentant les familles victimes de la spoliation des biens juifs et j'ai fait un don anonyme, équivalent à la somme que Luc avait dépensée pour les soins de sa mère. C'était un geste symbolique, mais nécessaire pour clore ce chapitre macabre. Avec le reste, j'ai décidé de ne pas simplement vivre, mais de créer. J'ai utilisé mon expertise, cette intelligence que Luc avait voulu étouffer, pour fonder ma propre petite entreprise. Un cabinet de conseil spécialisé dans l'aide aux femmes victimes de fraude conjugale ou de difficultés financières après un divorce ou une séparation difficile. Je les aide à analyser leur situation, à reprendre le contrôle de leur budget, à atteindre l'indépendance financière. Aujourd'hui, 1 an après le procès, je suis assise sur la terrasse de mon propre appartement, à Nice. Je regarde le soleil se coucher sur la mer. Mon entreprise se développe. J'ai aidé des dizaines de femmes à se relever, à se reconstruire. Leur gratitude est ma plus grande richesse. Je ne sais pas si j'aimerai à nouveau un jour. Le chemin est encore long. Mais ce n'est plus ma priorité. J'ai appris que le bonheur ne dépend pas d'un homme, d'un mariage ou d'un compte en banque. Il réside dans notre propre force, notre résilience, notre capacité à transformer la douleur en puissance. Cette épreuve m'a tout pris, mon mari, ma maison, mes illusions. Mais elle m'a aussi révélé ma propre force. J'ai appris que la plus grande richesse n'est pas sur un compte en banque, mais dans notre capacité à nous relever. Mon histoire est terminée, mais je sais que je ne suis pas la seule à avoir traversé une trahison, des problèmes d'argent, ou un drame familial qui a tout changé. Si vous avez vécu une expérience similaire et que vous souhaitez la partager, même anonymement, l'espace des commentaires est à vous. Votre histoire pourrait donner du courage à quelqu'un d'autre. Parlez,
C'est déjà commencé à guérir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez jamais, après la nuit la plus sombre, vient toujours le lever du soleil. Prenez soin de vous.